Je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal, dernière séance avant les élections. On va dire le fait que le public soit un peu plus nombreux aujourd'hui que d'habitude doit à une signification. Alors on est très content, nous, qu'il y ait du public. On aimerait même qu'il y ait davantage dans le courant du mandat, mais en même temps, vous voyez que la salle n'est pas très très grande et elle ne permet pas forcément d'accueillir beaucoup plus de personnes que ce que vous êtes aujourd'hui présents. Donc, en tout cas, merci à vous d'être présents, aux collègues du conseil municipal. À cet instant, Sylvie Legendre est absente et non représentée à cet instant. Romain Charon est excusé à donner les pouvoirs à Denise Dubois-Ludovico. Catherine Chouffard est également excusée à donner les pouvoirs à Michel Thomas. Alain Delarue à Madame Le Sieur, Nicole Janvier à Madame Couturier et Alain Mélard à Madame Amour. Bon, pour le reste, c'est ça. Il y a Mohamed Zawi également qui est absent. Il va peut-être arriver. Il n'a pas de pouvoir en attente de son arrivée. Voyons voir. Pour ce conseil, comme on l'a vu en commission plénière, il y aura une motion, donc un vœu qui sera ajouté en fin de séance concernant le collège. Et par ailleurs, je vous propose aussi en plus un point d'info sur l'action économique qui sera présenté par Valentin May, collaborateur de cabinet. Il faut nommer un secrétaire de séance qui accepte cette... voilà, merci à toi. Manuela. Vous l'avez certainement vu, le petit changement pour marquer ce dernier conseil municipal, c'est que vous avez devant vous un pot de miel qui vous est offert. Alors, c'est du miel de Mavilliers, au moins en partie, puisque l'association, vous savez, à qui on a délégué la production, en fait, ne fait pas des pots spécifiques sur Mavilliers, mais assemble les miels de toutes ces ruches. Voilà. Et alors c'est quand même en liaison en même temps avec la délibération numéro 2 qui est l'agenda 21, puisque c'était une action du premier agenda 21. Et puis vous avez aussi une clé USB qui est en souvenir de ce mandat, qui avec à l'intérieur donc la réalisation du mandat présentée à travers les 6 séances de vœux collectifs, vœux aux partenaires mavillois. Le public ici présent pourra avoir, pour le miel on n'a pas assez, désolé, mais pourra avoir la clé USB avec ou sans contenu, sans les réalisations ou avec les réalisations. Avant de partir, il suffira de demander à Valentin Ney qui vous la remettra. Voici pour les détails de début de séance. Je pense qu'on peut commencer. Alors, comme d'habitude, nous commençons par les remerciements. Remerciements qui vont être projetés sur les 2 panneaux, donc du collège Jean Massé et de l'école Pierre de Coubertin, pour cette fois-ci. Les décisions nombreuses, décisions du maire faites en accord avec les délégations votées en début de mandat. Beaucoup de reproductions et peu de choses nouvelles, très peu de choses nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui, le mieux c'est d'éteindre si possible de chaque côté. André, ça aiderait. Et laisser allumer au milieu. Sinon, on est un peu dans l'ombre. Merci à toi. C'est une bonne initiative. Oui, question. Oui, bonsoir. C'était par rapport aux délibérations, par rapport à la mise à disposition du boulodrome. Oui. Alors, il y a deux décisions qui sont à titre gratuit et une troisième qui est à titre payant. Oui. Et
Or, j'avais cru comprendre que si association mavigoise gratuite, mais le Lions Club, c'est pas forcément spécifiquement mavigoise. Et du coup, après, Madeleine Pétanque, ils ont un titre payant. Oui, parce qu'il y a des. C'est un titre gratuit parce qu'il y a un partenariat avec le Lions Club, c'est-à-dire qu'ils nous ont demandé la gratuité dans la mesure où c'est une œuvre à caractère humanitaire. Enfin, c'est fait pour la demande, le concours est fait de façon à ce que la recette aille pour une opération à titre humanitaire, et on a demandé en contrepartie à figurer parmi les partenaires. Mais c'est pas la première fois. On doit être à la deuxième ou troisième fois. Autre question? Non? Le compte rendu du Conseil du 12 décembre 2019, est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, demandes de modification? Voilà. Non? Nous votons? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Nous commençons les délibérations. La première, c'est une loi qui rapporte, c'est une administration générale, ça concerne un avenant numéro 1 à l'accompagnement juridique des communes membres, avenant à une convention passée avec la communauté d'agglomération, et il s'agit ici d'ajouter à la convention existante l'assistance juridique pour l'accompagnement en matière de commande publique. Voilà, résumé en peu de mots, la délibération qui est affichée à l'écran, aux deux écrans. Est-ce que elle appelle de votre part des remarques, questions? Le titre personnel, cet avenant est intéressant pour la commune immobilière. On peut avoir recours effectivement à cette prestation offerte par la communauté d'agglomération, qui est donc intéressante, donc je ne peux que vous inviter à voter favorablement. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons à l'agenda 21, au développement durable, avec Aziz Bouslimani. Bonsoir. Délibération numéro 2, agenda 21, programme d'action 2020-2026. Quand le conseil municipal s'était prononcé pour adopter la première feuille de route en 2013, le 16 mai, l'ensemble des membres, puisque cette adoption s'était faite à l'unanimité, ce qui me permet de dire que c'est une question qui n'est pas clivante, quoi, du moins dans l'intention. L'ensemble donc était conscient d'engager la collectivité dans un processus de développement durable au niveau de la commune. Et il en est de même aujourd'hui, puisque il vous sera proposé d'adopter une nouvelle feuille de route qui est moins contraignante, puisque elle ne propose que 28 actions, contrairement à la première feuille de route qui en comportait 126, déclinés en 21 objectifs et en 5 défis. Cette nouvelle feuille de route, donc, elle est plutôt orientée sur 4 axes. Premier axe, déchets, alimentation, consommation. Deuxième axe, énergie et mobilité. Troisième axe, préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Quatrième axe, épanouissement de tous. Et dans chaque axe, bien sûr, il y a un certain nombre d'actions. Au total, 28 actions. Donc il est proposé au Conseil d'approuver le nouveau programme d'action de l'agenda 21 pour la période 2020-2026, d'autoriser M. le maire à mettre en œuvre toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Bouslimani, il faut que tu ailles ton micro. Il n'y a que deux qui peuvent fonctionner en même temps. Alors, sur le fond, on est tout à fait d'accord sur des propositions qui nous semblent en effet intéressantes. Maintenant, sur la forme, on s'interroge pourquoi à un dernier conseil d'une mandature, on s'engage pour les 6 années à venir. Et voilà, sur le fond de la délibération,
on ne peut être que d'accord avec le contenu de cette délibération. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on vous venez de dire qu'il y avait beaucoup de monde, parce que nous étions en période d'élection, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on décide pour 2020-2026, alors que d'ici quelques semaines, il y aura une nouvelle équipe qui se mettra en place. Donc du coup, nous nous abstiendrons pas sur le contenu, mais sur la forme, parce qu'on trouve que voter pour 2020-2026 lors du dernier conseil de la mandature, ça nous paraît pas. Fond et forme, en réponse. Sur le fond, vous qui êtes une ancienne conseillère municipale, vous savez très bien qu'une délibération est valable jusqu'à temps qu'une autre délibération soit prise. Oui. Rien n'empêche la nouvelle équipe. Au bout d'un certain temps, parce qu'il faudra quand même un peu de temps, à mon avis, pour faire un nouvel agenda 21. Parce que s'il arrive maintenant, c'est qu'il faut un peu de temps. Alors certes, on aurait préféré le présenter à peu près il y a 2 ans. Et s'il n'a pas été présenté à peu près il y a 2 ans, c'est essentiellement pour des problèmes humains, de recrutement de personnes techniciennes, pas d'élus. Donc la réponse à votre question, c'est si c'est bien tard, c'est pour des problèmes humains de recrutement. Il y a eu des départs qui n'ont pas pu être remplacés très très rapidement. Il y a eu pendant un moment la peur de la diminution des dotations de la commune. Il y a eu la réalité de la diminution des dotations de l'agglomération, qui fait qu'on n'a pas voulu s'engager trop rapidement sur certaines dépenses. Et encore une fois, il y a eu un travail qui a été réalisé cependant, malgré tout ça, et qu'il n'y a aucune raison que ce travail ne soit pas clos par un vote du conseil municipal, surtout sur un sujet aussi important que la mutation, la transition écologique, hein, et le développement durable, alors que nous, on a été une des premières communes, ou sinon la première commune à faire un agenda 21 2013, enfin, on a commencé à travailler en 2008, des choses comme ça. Hein. Il y a peu de communes qui en ont fait depuis, hein. On est toujours un peu dans le peloton de tête, à mon avis, hein, à ce niveau-là. Il n'y a aucune raison de l'afficher, de ne pas afficher cette antériorité à la fin de ce mandat. Je ne vois vraiment pas pourquoi on s'en priverait. Hein. Voilà la réponse à la question que vous avez posée. Autre intervention. Il n'y en a pas? Nous pouvons voter? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, ça fait donc 9, c'est ça? Bien ça? Est-ce qu'il y a des refus de vote ou je ne sais quelle autre expression que le vote favorable? Non, donc tous les autres votes ayant lieu, sont favorables. Merci. Nous passons à la délibération suivante avec le cadre de vie. Michel. Là, c'est une délibération qui concerne une position de principe sur l'acquisition d'une voie. Vu la demande formulée par le syndicat du lotissement de la Marcorbonne le 4 décembre 2018 portant sollicitation de classement dans le domaine public d'une voie. Vu la lettre de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole du 30 juillet 2015 relatif au classement des réseaux d'eau et d'assainissement de la résidence Les Bleuets dans le domaine public, considérant que le syndicat du lotissement de la Marcorbonne sollicite la municipalité pour un classement dans le domaine public routier de la collectivité, à savoir la voie ouverte à la circulation, cadastrée AZ 220 et AZ 232, que la voirie en question représente une longueur de 150 mètres pour une superficie de 1300 mètres carrés et porte desserte de la résidence des Bleuets, que son entrée se réalise au niveau du numéro 12 de la rue de la Marcorbonne. Considérant que les travaux de remise en état de la voirie, des réseaux, la matérialisation du stationnement, mais également les mises aux normes en termes d'accessibilité PMR, devront être supportés par le syndicat, et cela suite à une visite technique préalable avec la collectivité et la communauté d'agglomération de Chartres Métropole, considérant que les divers contrôles techniques et les frais de bornage devront également être pris en charge par le syndicat,
que ce dernier accepte de céder la parcelle à l'euro symbolique, considérant que le conseil municipal est compétent pour, dans un premier temps, exprimer une position de principe sur l'acquisition des parcelles ci-dessus référencées, puis conférer dans un second temps à la voie le caractère public, que cette voie est déjà ouverte à la circulation et porte desserte des habitations limitrophes, comme matérialisé sur le plan annexé. Considérant que l'article L. 141.3 du Code de la voirie routière subdivisée prévoit que la procédure de classement d'une voie est dispensée d'enquête publique préalable lorsque le classement envisagé n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Il est proposé aux membres du conseil municipal de se positionner sur le principe d'une procédure d'acquisition des parcelles cadastrées AZ220 et AZ232, 6 à Mainvilliers, matérialisées sur le plan annexé, à titre onéreux, soit à l'euro symbolique, au profit du syndicat du lotissement de la mare Corbonne. Cette acquisition est conditionnée par la réalisation des travaux subventionnés et la réalisation du bornage, le tout pris en charge par le dit syndicat, d'autoriser le maire à signer l'ensemble des actes et documents administratifs liés à l'exécution du présent acte, de dire que les frais d'acte notariés seront pris en charge par la commune, de dire que le classement des parcelles subdivisées dans le domaine public routier communal fera l'objet d'une délibération dès lors que l'ensemble des conditions ci-dessus seront remplies. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? À titre personnel, ce dossier n'est pas récent, et je sais qu'il est passé en commission où les avis étaient très partagés. À titre personnel, moi je suis favorable à la rétrocession parce que les gens qui sont là payent des impôts comme tout le monde. J'ai cet avis-là depuis un certain temps. Donc, en tout cas, moi, je serais favorablement pour cette rétrocession, conformément à ce que je pense depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. Nous pouvons voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Les avis ont évolué depuis la dernière commission. Nous continuons avec l'éducation. Estelle. Alors cette délibération a pour objet de revoir l'aide financière pour les séjours scolaires des élèves mainvillois du second degré, modifiée. Alors nous avions pris au mois de décembre 2016, nous avions fixé les montants des aides financières au séjour scolaire du second degré des élèves mainvillois. Et considérant que la commune est régulièrement sollicitée par les établissements du second degré, à savoir le collège Jean Massé, et ce afin d'apporter son concours financier, donc c'était une première au moment, un concours financier au séjour scolaire, et considérant que la collectivité a le souhait d'aider les élèves de son territoire uniquement et de favoriser leur départ, un principe de concours financier exceptionnel en direction de ces établissements, et considérant que la collectivité a le souhait d'apporter un concours financier tant pour les séjours avec nuitée comme initialement, mais aussi sans nuitée, qui était, on va dire, le tarif qui nous manquait jusqu'alors. Donc il nous semblait important de combler cette lacune. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2016-12-02 de la séance du 12 décembre 2016, d'autoriser monsieur le maire à ordonner le versement d'aide au séjour scolaire du second degré des élèves mainvillois dans les limites suivantes. Donc 7 € par élève mainvillois pour un voyage sans nuitée, et les autres tarifs que l'on reconduit, 13 € par élève mainvillois pour un voyage d'une nuitée, 14 par élève pour un voyage de 2 nuitées, 15 par élève pour un voyage de 3 nuitées, 16 par élève pour un voyage de 4 nuitées et 17 € par élève mainvillois pour un voyage de 5 nuitées et plus. Merci. Donc, comme on a dû pouvoir en parler en commission plénière, en fait, au début,
on le finançait, j'ai dit au début, c'est plutôt dans le mandat précédent, on ne finançait que les voyages avec 5 nuitées, en fait. Et on s'est aperçu que ça coûtait cher, que il y avait des familles qui avaient beaucoup de mal à payer, évidemment, et dès le début du mandat, on avait voté la délibération, mais en gardant quand même l'idée qu'il fallait une nuitée, et au bout du bout, on a été sollicité par le collège sur un voyage sans nuitée, ça nous a paru intéressant de vous proposer de le financer, de le subventionner à la marge, bien sûr, puisqu'on n'est pas la communauté de rattachement. La communauté de rattachement du collège, c'est le conseil départemental, c'est à lui de financer principalement ce type d'activité pédagogique. Nous, on est là en petite aide. Pas de questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons à l'enfant-jeunesse, Marc Sage. Alors, cette délibération numéro 5, c'est une convention de partenariat avec l'Association des pupilles de l'enseignement public d'Eure-et-Loir et un soutien financier aux familles dans le cadre de séjours. Pour rappel, c'est une délibération qu'on revoit tous les ans. L'objectif de cette délibération, c'est de permettre de favoriser plus de départs d'enfants de Mainvilliers à la colonie de Carole, à la Villa Éole, et tout en pouvant participer le reste de l'été aux activités du centre de loisirs, l'île aux loisirs. Donc la première partie de la délibération met en avant le partenariat qui existe entre les PEP et la mairie pour soutenir les familles dans la constitution de leur dossier pour partir en séjour à Carole. Et la deuxième partie de la délibération met en avant une aide financière supplémentaire aux familles inscrites à la fois à la LSH durant au moins 10 jours au cours de l'été 2020 et à la Villa Éole. Cette aide s'élève à 4 € par jour par enfant et par séjour. Et il convient de demander l'autorisation à Monsieur le maire de signer la présente convention et de renouveler le soutien financier supplémentaire de 4 € par jour, par enfant et par séjour, comme il avait été décidé depuis 2017. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une unité de recul. Tu continues, Marc? Alors, la délibération numéro 6, c'est pour accepter le principe lié à l'organisation de la deuxième fête de la jeunesse. Nous avions travaillé dans le cadre du groupe jeunesse du projet de territoire depuis 2-3 ans à essayer d'imaginer des actions spécifiques pour les jeunes mainvillois. Lors du sous-groupe avec l'ensemble des partenaires de ce groupe, il a été imaginé une fête de la jeunesse. Il y a eu une première édition l'an dernier. Et là, l'idée, c'est de refaire une nouvelle fête de la jeunesse qui permet de mettre un éventail d'activités très diversifiées en artistique, en culturel, en sportif et en ateliers spécifiques. C'est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Et l'idée, c'est que ce soit sur les vacances d'avril, du 15 au 22 avril 2020. Donc, l'idée est de permettre à Monsieur le maire d'autoriser, de prendre toutes les décisions nécessaires concernant l'organisation et le déroulement de cette fête. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et donc, troisième délibération et dernière concernant l'enfance et la jeunesse. Alors, ça concerne la fermeture de la LSH qui a eu lieu pendant une partie des vacances de décembre. Il avait été proposé lors du conseil municipal du 12 décembre 2019 d'apporter une aide financière aux familles qui auraient besoin d'aller inscrire leurs enfants dans d'autres centres de loisirs sur d'autres territoires que la commune de Mainvilliers. Et Mainvilliers apporterait une aide financière pour faire la compensation du coût supplémentaire que ça coûterait aux familles. Donc on a eu une famille concernée, la famille Lemray, et donc cette délibération fait suite pour que Monsieur le maire puisse autoriser et procéder au versement de l'aide financière à partir des crédits inscrits au chapitre 011 de subvention aux personnes de droit privé. Merci. Donc, suite à une délibération prise en décembre, je crois. Pas de questions?
Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour elle. Il n'y a eu qu'une bénéficiaire, enfin il y en a une, et pour elle c'était important. Nous arrivons aux finances. Je rapporte les deux délibérations, en commençant par le débat d'orientation budgétaire, qui est bien évidemment la délibération la plus importante en termes de temps, en tout cas, pour ce conseil municipal. Alors, le débat du DOB, il doit avoir lieu dans les 2 mois précédant l'examen du budget. Il est pris acte du débat qui doit donc exister. C'est-à-dire que moi, j'ai une présentation et ensuite la présentation est faite pour qu'un débat s'instaure. Dans les communes de 10 000 habitants, de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte des informations supplémentaires relatives au personnel, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis le précédent rapport donc, est transmis au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre dans un délai de 15 jours. Vous ne présentez pas de... Si, vous allez le faire. Pour que les collègues ont le document, c'est plutôt pour les publics ici présents, qui peut éventuellement suivre un tout petit peu mieux. Sachant que ce document est quand même très fourni, que je le synthétise évidemment. Alors, la croissance, le cadre de l'élaboration du budget 2020. On vous dit que la croissance mondiale, j'attends que vous y soyez peut-être. Ça, c'est donc le plan. Là, c'est ce que le préambule, c'est ce que je viens de faire. Et donc là, nous sommes là. Donc la croissance mondiale, on dit qu'elle est en phase de ralentissement sur fond de tensions commerciales que vous connaissez aussi bien que moi en regardant les médias, que les prévisions de croissance européennes sont assombries justement par ce contexte international. La Commission européenne a légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Union européenne, et que la croissance française est en ralentissement, même si elle est supérieure à celle de l'Allemagne et de l'Italie. Ce qui tempère un peu ce que je viens de dire juste avant. Et tout ceci pour vous dire que même Mavilliers ne vit pas en dehors de la planète à ce niveau-là aussi, vient jusqu'à nous, à dose homéopathique au moins, l'ambiance nationale et internationale. Le projet de loi de finances 2020, il comporte plusieurs nouveautés concernant la fiscalité, en particulier l'allègement de l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers fiscaux, n'est pas concerné directement, nous à Mavilliers, sur ce point-là, commune je veux dire, mais la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation. On en parlera plus tard. La stabilité globale des concours financiers de l'État, a priori il y a stabilité du montant global de la dotation globale de fonctionnement. Alors après, là, évidemment, la ventilation, elle se fait chaque année en fonction de certains critères. Et la poursuite de l'augmentation de la péréquation verticale, ce qui nous intéresse particulièrement, puisque là, c'est donc une mesure de solidarité des gouvernements successifs, certains la pratiquant plus que d'autres. Et elle prévoit une augmentation de 180 millions pour ce qu'on appelle la DSU, dotation de solidarité urbaine, et la DSR, dotation de solidarité rurale. La moitié donc en DSU, qui peut nous apporter un petit plus en termes de dotation, mais là ça dépend beaucoup des autres, ça dépend autant des autres communes qui ont la DSU que de nous. Ensuite, la disparition de la taxe d'habitation entraîne une réforme de la fiscalité locale. La taxe d'habitation va donc totalement disparaître en 2023. Et donc, nous, les foyers, évidemment, sont concernés comme les autres, mais nous, on est surtout concernés par le fait de savoir si on va être compensé ou pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est annoncé une compensation, au moins en valeur sur une certaine année, voilà, mais il faudra toujours attendre les faits pour savoir si les faits sont conformes aux engagements. Donc l'État, on vous dit que l'État prend en charge les dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, et que les éventuelles augmentations de taux ou d'abattements sont donc supportées par les contribuables. Donc ça, c'est pour les communes qui auraient augmenté leur taux depuis 2017, ce qui n'est pas notre cas. La suppression de la TH entraîne une réforme de la fiscalité locale.
On vous dit que voilà, le projet de refonte de la fiscalité locale prévoit un transfert donc, de la taxe sur le foncier bâti perçu par les départements aux communes. C'est-à-dire que le foncier bâti que l'on payait tous quand on est propriétaire, il y avait une part qu'on payait au département, c'était une petite moitié de ce que vous payez en gros, elle a vocation à revenir quelque part aux communes, demain, et plus au département. Et les intercommunautés et les départements se verront attribuer une part de la TVA équivalente aux pertes des recettes de TH pour les agglos et de foncier bâti pour les départements. Alors pour la plupart des communes, évidemment, ce qu'on a plus c'est la TH n'est pas forcément égal exactement au foncier bâti que l'on retrouve qui vient du département. Donc il peut y avoir, voilà, on pourrait avoir plus, on pourrait avoir moins. Il a été mis en place un coefficient correcteur et qui pour la commune de Mainvilliers est égal à 1,0263 1,879. Je vous cite tous les chiffres parce que évidemment qu'il est important qu'il soit là pour être le plus précis possible. S'il y avait à l'arrondi, on serait pénalisé ou avantagé selon le cas. Et donc il y a le tableau donc, qui nous a été remis par le receveur qui avait comme mission par le gouvernement de venir voir chaque commune quand même, ce qui lui a pris nécessairement un petit peu de temps. La révision des valeurs locatives des locaux d'habitation est reportée à 2026. Ça veut dire que c'est pour après-demain, c'est pas pour demain, en ce qui concerne les communes, et les impacts possibles sur les communes, qui peuvent être importants. Et évidemment, quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Le premier bilan de la contractualisation État-collectivité locale. Alors, l'État a contractualisé avec 322 grandes collectivités. Nous sommes concernés avec les communes de plus de 50 000 habitants, donc nous ne sommes pas concernés. Et on vous dit que seules 14 collectivités sur 229 n'avaient pas respecté la règle la limitation à 1,2% d'augmentation en moyenne des dépenses de fonctionnement. On vous dit par ailleurs que la Cour des comptes a dressé un premier bilan mitigé de ce dispositif. Je ne le développe pas davantage. Les autres mesures du projet de loi de finances 2020 concernant les communes. La poursuite des mesures en faveur de l'investissement local. Vous avez donc un coup de pouce donné par l'État en passant de 1 à 2 milliards. Ce coup de pouce est maintenu. On peut en bénéficier à la marge, évidemment. Le report de l'automatisation du fonds de compensation de la TVA, en ce qui nous concerne, on s'était placé dans à un moment donné, on avait fait le nécessaire pour être remboursé au bout d'un an au lieu d'être remboursé au bout de 2 ans, qui était la règle habituelle. On bénéficie toujours de cet avantage. Le contexte financier local. On vous dit que le DOB 2020 est présenté dans les hypothèses suivantes. Une stabilité des taux d'imposition depuis 2 mandats, c'est-à-dire qu'il y a fait 12 ans, dans le mandat précédent et de ce mandat-ci, il n'y a eu aucune hausse des taux d'imposition à la commune de Mainvilliers. La progression des charges à caractère général envisagée actuellement à 5,4% hors municipalisation et avec municipalisation à 7,7%, ça peut paraître un peu fort, mais c'est tempéré par le point suivant où on a une évolution des charges de personnel de moins 0,71% hors municipalisation, ce qui est le plus important, certes de 14,59% avec municipalisation, mais là c'est moins significatif puisque ce qu'on trouve en plus au niveau de la mairie, on le trouve en moins au niveau du CCAS, donc c'est pas le significatif, c'est hors municipalisation. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure, le budget sera préparé comme celui de l'an dernier en limitant la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2% pour respecter les contraintes données par le gouvernement. Les grands équilibres financiers sur la base de ces hypothèses. La capacité d'autofinancement brut, donc vous savez, c'est la différence entre les produits réels et les charges réelles, et que, évidemment, cette CAF, capacité d'autofinancement brut, elle est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital, mais qui ne sont pas élevées chez nous parce qu'on est peu endetté.
Donc, ce qui veut dire que la CAF net, la capacité d'autofinancement nette est forte, et donc ça veut dire qu'on autofinance beaucoup, à hauteur de presque 20% du total des recettes de fonctionnement, ce qui est très remarquable, parce que relativement rare. Et donc, on vous dit que la capacité d'autofinancement brut est à hauteur d'un peu plus de 2,5 millions, et la capacité d'autofinancement net est un peu supérieure à 2,3 millions, presque 2,350 millions. Vous avez des graphiques qui illustrent tout cela. Le suivant étant peut-être encore plus significatif, révélateur, hein, puisqu'on voit que la courbe en vert, là, qui est la cave brute, on voit bien qu'elle est assez importante et en phase plutôt ascensionnelle que le contraire. On n'a pas l'effet ciseau, vous savez, qui est vécu par d'assez nombreuses collectivités. Ce qui fait que, justement, cette courbe verte, elle plonge au lieu d'être en phase ascendante, fortement ou légèrement. La capacité d'autofinancement net, elle est elle aussi en phase ascendante. Il y a un graphique qui le montre assez là, elle est en gris, vous voyez. Donc les barres grises, on voit qu'elles sont plutôt de plus en plus hautes et non pas de plus en plus basses. Donc on est dans le cycle vertueux et pas l'autre. Les orientations budgétaires 2020, les recettes réelles de fonctionnement, donc le produit des services, on vous dit qu'il est proposé d'inscrire 620 750 € et qu'il y a en gros 122 000 € de plus du fait de l'inscription des recettes provenant du service de la petite enfance, donc toujours référence à la municipalisation de ce service. Les atténuations de charges, donc chapitre 13, il est proposé d'inscrire 125 000 €. Bon, là c'est toujours difficile de savoir à l'avance ce qui va se passer à ce niveau-là. L'an dernier, on avait inscrit 140 000 €. Le produit fiscal attendu, la fiscalité directe, donc. Les taux, donc, ce sont ceux qui sont ceux de Bavilliers depuis 12 ans, je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc c'est pas depuis 2014, c'est ça, au niveau de 2014, mais c'est au niveau de 2008. Il y a une petite... là, ici, là, c'est même... Autant le dire, puisque c'est vrai. Donc l'évolution des bases fiscales... alors, on vous dit que l'évolution des bases fiscales, il y a deux niveaux. Il y a l'évolution des bases physiques, qui sont la dynamique urbanistique de la commune, qui est réelle, hein, qui est voilà, à peu près de 1% par an, à peu près. Et puis, il y a la revalorisation des bases faites en loi de finances, donc ça par les députés, à l'initiative du gouvernement en règle générale. Alors, on vous dit que pour la taxe d'habitation, j'avoue ne pas avoir bien compris s'il y aurait revalorisation ou non de ces bases locatives, mais que pour la taxe foncière, ce sera revalorisé de 0,9%. Si bien évidemment il n'y a pas revalorisation des bases pour la taxe d'habitation, ça sera une petite perte pour la commune. Pas seulement pour Bavilliers, mais pour toutes les communes. Et donc, on vous dit que la simulation que je vous ai montrée dans un tableau précédemment, qui est faite sur la base sur les bases 2018 et les taux 2018 sur les résidences principales, ce ne sera pas celle qui sera effectivement faite, puisque celle qui sera effectivement faite sera faite sur la base des bases 2020 et avec les taux 2017. Taux 2017, ça c'est pour... parce que, évidemment, pour éviter de prendre en compte les hausses de taux faites par certaines communes depuis 2017, ce qui n'est pas complètement anormal. Donc, on vous dit que le budget, évidemment, sera réajusté en fonction des éléments transmis par les services fiscaux, mais que ces éléments ne seront connus, comme d'habitude, par les communes, pas avant mars 2020. L'évolution de la fiscalité, alors on voit une courbe ascendante. Encore une fois, la hausse de cette fiscalité n'est pas due à la hausse des taux, mais à la hausse des bases. C'est-à-dire, soit par le vote soit suite au vote des députés de la loi de finances, comme je vous l'ai dit, soit par la dynamique urbanistique de la commune. Enfin, les deux, grâce aux deux. La fiscalité indirecte,
Donc elle est à ce jour prévue à hauteur de 5 657 737 €. Encore une fois, ça ne peut pas être le chiffre définitif, même s'il est indiqué à l'euro près. Les dotations de l'agglomération. On vous dit qu'il y en a deux sortes. L'attribution de compensation, qui est fonction des transferts de charges, donc il est identique à celui de 2019. Et on a l'évolution des attributions de compensation depuis 2014. C'est ici, là, que nous manque l'équivalent de 250 000 €, voire plus, entre 250 000 et 300 000 € pour la piscine des Vauroux. Vous savez que l'argent ne nous est toujours pas revenu, alors que l'abandon de compétences par l'agglomération date de 2006. Donc là, il nous manque presque 300 000 € tous les ans. Mais que l'agglomération devrait le donner. Et que, comme il n'y a pas eu... on en est au stade où la préfecture doit prendre l'arrêté, et on l'attend toujours. Depuis un an à peu près. Mais avant, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de délibération prise par l'agglomération, que la seule délibération qui a été prise, elle a été attaquée par les communes de Lucy et de Mavilliers, et on a gagné au TA parce qu'elle avait été mal faite. Pour faire ça, j'en ai déjà parlé. Je vais simplement le rappeler pour un certain nombre de personnes ici présentes qui peut-être connaîtraient moins bien le sujet que d'autres. La dotation de société communautaire annuelle. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la DSC. Et là, c'est quelque chose qui est donné en fonction des critères votés. Critères votés par l'agglomération. On voit bien que ça a chuté fortement. Alors ça a chuté fortement au moment de l'agrandissement de la communauté d'agglomération. À ce moment-là, des nouveaux critères ont été pris, qui ont été assez défavorables à Mavilliers, mais la dotation de société de Chartres et de Lucé a baissé aussi à ce moment-là, mais pas dans les mêmes proportions. Et on voit bien qu'on est toujours en dessous, à 649 000 €, en dessous de ce que l'on percevait en 2010, 742, et même de ce qu'on percevait en 2009, 782 000. Là, c'est donc les critères qui sont défavorables à Mavilliers, mais aussi à toutes les communes ayant des bases fiscales faibles. Il n'y a pas que Mavilliers qui est défavorisé. J'ai en tête la commune de Saint-Tray, qui est une petite commune, mais qui a des bases fiscales très faibles, qui est certainement la commune la plus pauvre de notre agglomération. Elle est, elle aussi, défavorisée par les critères votés en conseil communautaire. Et il n'y a pas qu'elle. Et à l'inverse, se sont favorisées des communes plutôt riches, aux bases fiscales très fortes, comme Gélaville ou autres. Il y a deux, trois autres. Fontenay-sur-Eure aussi, des bases fiscales assez importantes. Donc cette dotation de cette DSC, elle est donc prévue à 649 404 € contre 650 254 € en 2019. La dotation politique de la ville, 107 743 € contre 105 197,27 €. Là, à l'inverse, on a affaire à des critères qui ont été fixés par les députés de la précédente mandature. Et là, on a des critères qui sont réellement solidaires, et Mavilliers, donc, est plutôt, normalement, j'ai envie de dire, favorisé par ces critères et bénéficie de la solidarité pour cette dotation-là, que ne reçoivent que 3 communes, que sont Chartres, Lucé et Mavilliers. Dotation, subvention et participation. La DGF, elle a été estimée au même montant qu'en 2019, 1 672 000 €. Toujours, ce sera nécessaire de le réévaluer en mars. La DSU, donc, elle a été estimée à 1 866 000 €. La dotation nationale de péréquation, estimée à 227 000 €. Une réinscription. Bon, c'est évidemment jamais tout à fait à l'avance. C'est un peu la variable d'ajustement, donc difficile de prévoir à l'avance. Les différentes compensations d'exonération,
Donc là, disparaît justement la compensation pour les taxes d'habitation. Vous savez que les personnes ayant des faibles ressources sont exonérées partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. On a une compensation par l'État. Du fait de la disparition de la taxe d'habitation, eh bien l'État, oui, du fait de la disparition de la taxe d'habitation, ce que l'État nous donnait précédemment à ce chapitre-là devrait nous être donné à un autre endroit si tout se passe bien comme c'est annoncé. Donc il restera à ce niveau-là que les compensations pour la taxe foncière bâtie et le non bâti. On voit l'évolution de la dotation forfaitaire et de la DSU, où il apparaît très clairement ici, là, avec la ligne du haut, que la ligne du haut n'a pas baissé. Donc à Mainvilliers, il n'y a pas eu de phénomène de baisse des dotations d'État. Il faut d'autant plus le dire que, évidemment, toutes les communes ne sont pas dans ce cas-là. Que d'autres communes ont eu effectivement des baisses, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là et on n'est pas les seuls. Souvent, les communes qui touchent à la DSU ont eu des baisses limitées. Et localement, ça veut dire l'UC et Chartres en particulier. Autre produit de gestion courante. Il est prévu d'inscrire 157 410 au lieu de 198 000. On vous dit que c'est essentiellement dû au fait que nous ne louons plus l'ancienne école Gambetta au Greta, puisque l'antenne départementale a disparu. Les produits exceptionnels, 50 650 € sont inscrits. On vous dit que ça tient compte en particulier de ventes qui ont été votées en conseil municipal concernant des parcelles qui sont dans la zone du Valier, des parties habitation, côté habitation. Les dépenses réelles de fonctionnement. On l'a déjà dit, elles doivent être limitées, l'augmentation doit être limitée à 1,2% par an en valeur, en moyenne, sur la période 2018-2022. Ça peut être modulé avec, suivant trois critères, l'évolution de la population entre 2013 et 2018, le niveau de revenu moyen par habitant, ou la proportion de la population qui réside en quartier prioritaire en politique de la ville. Ces deux critères-là peuvent nous être favorables et permettre donc d'avoir une augmentation légèrement supérieure à 1,2%. Et troisième critère, les efforts donc, réalisés par les collectivités ou EPCI à fiscalité propre entre 2014 et 2016. Il y a deux résultats connus, l'évolution entre 2017 et 2018 et l'évolution entre 2018 et 2019. Le tableau montre bien que de 2017 à 2018, il y a eu une baisse de 0,3% de dépenses de fonctionnement, dépenses réelles, et que de 2018 à 2019, il y a eu une augmentation de 1,46, et si on fait une moyenne sur les 2 années, ça fait quelque chose de l'ordre de plus 0,6% par an. Donc on est assez nettement en dessous des 1,2, c'est-à-dire même à la moitié. Les charges à caractère général, elles sont estimées à 3 260 000 environ pour la ville, j'ai envie de dire en version 2019, c'est-à-dire sans les 2 services qui ont été municipalisés, et 69 000 € pour les services municipalisés, ce qui fait un total de 3 329 000. Les charges de personnel, alors on vous dit que pour les 2 services récemment municipalisés, elles sont de l'ordre de 979 000 €. Vous voyez l'évolution des dépenses de personnel sur un graphique. Et pour 2020, on vous dit que la prévision budgétaire est d'environ 7 335 000 €, qu'elle intègre donc les agents transférés au CCAS avec la municipalisation, un GVT à 1,8% et les recrutements prévus, sachant que les recrutements ne sont pas forcément des recrutements secs, mais des recrutements parce que des personnes sont parties et pour remplacement de personnes parties. On vous dit que l'augmentation du chapitre 012, d'ailleurs je vous ai parlé de diminution tout à l'heure, donc ça dépend à quel niveau on le voit. Mais globalement, l'augmentation sur le chapitre 12, quand il existe, il est dû au transfert, et c'est essentiellement ça la principale raison, des agents du CCAS, bien sûr, mais aussi à l'augmentation du SMIG au 1er janvier 2020,
à l'application de reclassement pour les catégories A et C, à l'augmentation du taux des charges CNRACL en particulier, à la revalorisation du régime indemnitaire pour certains agents, à l'indemnisation des agents pour les élections municipales, on est sur un montant relativement faible ici, et à la création de postes, la recrutement d'un agent pour la maison des projets, mais c'est un mi-temps, et la recrutement d'un directeur enfance, famille, coordination qui est budgétisé, mais qui n'est pas forcément acté. Dans une délibération qui viendra en fin de conseil, vous le verrez, on a deux solutions, et dans l'une des deux solutions, ce poste-là n'a pas besoin d'être créé. Les remplacements des agents ayant quitté la collectivité, aussi bien au niveau des ressources humaines que des finances. Donc, et on vous dit que le BP intégrera également les mesures suivantes décidées en 2019, à savoir une augmentation de 5 € par agent et par mois pour les agents qui bénéficient d'une protection sociale complémentaire. L'incidence est de 5 700 € annuels. Et on vous rappelle que le montant des dépenses de personnel à Mavilliers est sur de 518 € par habitant, contre 661 pour les communes du département d'Eure-et-Loir, 684 pour les communes de la région centre et 652 pour le territoire national. Dit autrement, quelle que soit la comparaison que l'on prenne, département, région ou national, on est en dessous. On vous montre la structuration des emplois permanents au 31 décembre 2019, par catégorie hiérarchique, par répartition par sexe, pyramide des âges, la moyenne d'âge 44 ans, la répartition d'équivalent temps plein. On évoque la gestion du temps de travail, 1607 heures à Mavilliers, 1600 heures des 35 heures, plus 7 heures au titre de la journée de solidarité. Sur les avantages en nature, 3 agents de la ville en bénéficient à travers un logement par nécessité absolue de service, pour le gardiennage, et également le personnel, les agents du service éducation qui prennent le repas au restaurant scolaire durant leur temps de travail. Des mouvements liés à la municipalisation du CCAS, 35 agents donc ont été mutés à la ville, sans aucune modification de rémunération ni d'avancement de carrière. Les subventions et concours versés aux associations est prévu 379 € comme enveloppe, peut-être en très légère augmentation, jusqu'à maintenant on était à évolution 0%. Cette année on sera certainement à évolution peut-être 1%, les besoins étant réels dans certaines associations, en particulier au niveau sportif. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, on vous donne un tableau qui vous permet de voir. Et donc pour 2020, donc, il est prévu à ce jour un peu plus de 12 millions. Ce qui n'est pas indiqué sur le rapport, mais ce que je précise oralement, c'est que le projet de budget donc, sera, qui va être présenté en commission plénière la semaine prochaine, sera confectionné de façon, encore une fois, à ce que l'augmentation des dépenses de fonctionnement version 2019, c'est-à-dire hors municipalisation des deux services dont Fournier-Marine Foucard et la petite enfance, donc l'augmentation donc, de ces dépenses de fonctionnement soit limitée à 1,2%. L'an dernier, donc, le BP 2019, c'était une enveloppe de 11,4 millions, un peu supérieure. Lorsqu'on applique un taux de 1,2% à ce 11,4 millions, on arrive à en gros 11,6 millions. Donc le projet de budget vous sera présenté donc, avec une limitation à 11,6 millions des dépenses de fonctionnement. L'endettement, les caractéristiques de l'encours de la dette, 4 emprunts, 3 donc sur 15 ans, 1 sur 20 ans, et qui s'arrête, une dette qui s'arrête à 2030, capacité de désendettement de 0, inférieur à 1 an, de 0,7 ans, alors que, évidemment, certaines collectivités peuvent aller jusqu'à 11 ou 13 ans. Mais en général, là, le témoin rouge s'allume, ou est déjà allumé depuis un certain temps. Nous arrivons, on a un graphique présentant l'évolution prévisionnelle de l'encours de la dette. Il reste l'investissement. Pour l'investissement, donc, les besoins d'investissement des services autres sont évalués à 637 760 €. Les investissements nouveaux
ils sortent des commissions à un niveau un peu plus haut que 4,5 millions, mais actuellement, c'est même déjà fait, il y a eu un travail en copilotage, ça veut dire élus et techniciens. Le premier sollicité est Michel Thomas, parce que c'est lui qui, évidemment, à travers le cadre de vie et le patrimoine bâti, est le grand dépensier, mais celui qui, évidemment, parce qu'il y a derrière, il y a des réalisations, mais qui, évidemment, propose des montants assez élevés, mais c'est pas lui qui propose, il analyse avec Jean-Louis Rousset des propositions faites par d'autres collègues, d'autres agents, d'autres populations, etc. Donc, l'objectif, c'est de limiter à 4,5 millions, donc ces nouveaux investissements. Le budget qui vous sera présenté, encore une fois, en commission plénière sera ainsi. Et à la fois parce qu'il n'est pas raisonnable de proposer davantage, les services ne seraient pas forcément en capacité de le faire. Et puis, parce que c'est... encore une fois, il y a un certain nombre de projets qui peuvent être reportés au minimum d'un an, voire même d'un peu plus. C'est ce qui sera fait et sera présenté. Et je vous annonce que on a maintenant la conviction que ceci sera possible sans faire d'emprunt nouveau. Les acquisitions, il est proposé d'acquérir une partie du parking des Vauroux, de l'acquérir auprès du syndicat des Vauroux, mais une partie seulement et non pas la totalité comme ce qui était prévu au départ, de façon à ce que le SIPPV garde une partie de parking et que la mairie en ait une autre partie, tout ceci pour nous permettre la construction de la salle polyvalente et culturelle, mais même si donc les parkings sera partagé, évidemment, il n'y aura pas de barrière au milieu. Barrière, il y a des gens qui aiment bien ça, localement ou internationalement, mais ce n'est pas ce que l'on pratique ici, jusqu'à ce jour. Donc le but, c'est d'avoir chacun sa partie, mais il y aura mutualisation, bien évidemment. Enfin, c'est ce qui est prévu. Les recettes d'investissement, elles sont liées essentiellement à l'accueil de loisirs sans hébergement à travers la CAF, 470 493 €. La DETR, c'est une subvention d'État de 90 000 €. Une dotation politique de la ville de 210 992 €. Subvention en rue de 916 648 €. Et le contrat régional d'agglomération, 864 200 €. Mais ça, c'est bien de la région centre. C'est la région centre qui nous subventionne à travers le contrat d'agglomération. Une DETR de 38 734 € pour l'ascenseur Émile Zola et 55 000 de FAFA, donc organisme sportif, pour le terrain synthétique, c'est un solde. J'en ai terminé. Qui souhaite intervenir ? Personne ? Pas d'intervention ? Il n'y aura donc pas de débat. Nous passons au sujet suivant. Pas de remords. Nous continuons. Admission à non-valeur. Je rapporte également. Il vous est proposé de mettre en non-valeur un montant de 4 065,10 €. Le détail a été donné en commission plénière. Est-ce qu'il y a cependant des questions sur le sujet ? Non ? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité donc. Jean-Yves, ça est à toi pour un long moment, avec tes deux casquettes, ressources humaines d'abord et urbanisme ensuite. C'est à toi. Il y a le nombre, mais j'espère faire quand même relativement court, puisque le Conseil a l'habitude de ces litanies habituelles sur l'état, notamment des emplois. La première, donc pour la 10, le tableau des effectifs. Alors là, je vous demanderai, c'est de vous reporter à la dernière ligne. Alors, sont inclus dans ces tableaux
également la municipalisation des services d'action sanitaire et sociale. Donc en fait, les emplois nets pourvus actuellement, hier, peut-être avant-hier, parce que depuis ça a peut-être changé. Ça peut changer tous les jours. Voilà. On est à 219 postes. On a au niveau du tableau des emplois, et vous verrez pourquoi lors de délibérations suivantes, on a 244 postes créés, ce qui nous permet, lors d'une démission d'un agent, de pouvoir effectivement aussitôt prendre les mesures nécessaires pour embaucher un nouvel agent en fonction de critères qui ont été relativement bien mesurés pour répondre à la demande de la Chambre régionale des comptes, oui c'est bien régionale des comptes, qui demandait à ce que le nombre d'emplois créés soit le plus proche possible du nombre d'emplois pourvus. Alors en emploi aidé, par contre, on n'a plus qu'un seul poste en contrat aidé. On ne va pas revenir sur les raisons. Différentes raisons qui ont poussé à cette suppression d'emplois aidés, qui était favorable à même millier et pour lequel nous étions également très favorables. Et qui a rendu service à un certain nombre de personnes. Voilà. Pas seulement à nous, les gars, tout le monde était gagnant quand même. Donc, je vous demande, enfin, oui, c'est moi qui mets au voix. Par habitude, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah oui, il faut que la nuit 2 éteigne. C'est bon, tu as éteint, Jean-Yves, c'est bon. C'est bon. Oui. Le même tableau l'année dernière nous mettait 180 équivalents temps plein et là 219, ça donc c'est la municipalisation, ça fait 38 postes en plus. Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors le 33 personnes, je crois. Oui, Hein, non, dans le DOB, le chiffre a été noté. Pas d'autres questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité non, Jean-Yves, c'est à deux voix. Alors, on passe à la 11. La 11, c'est les avancements de grade de création de postes, les modifications du tableau des emplois permanents pour l'année 2020. Alors, dans les différentes filières, ce sont les avancements de grade pour certains agents pour l'année 2020. Donc ça modifiera effectivement le tableau des emplois. Il est proposé aux membres du Conseil de créer dans les filières énumérées des emplois pour la durée du travail déterminé dans le tableau. Donc il y a des temps pleins, des temps très partiels. La rémunération des agents sera calculée comme d'habitude sur la base de la grille indiciaire en vigueur selon le grade occupé, à laquelle s'ajoute, et là on commence à le maîtriser, s'ajoutera le régime indemnitaire, et c'est pas le plus facile parce que des habitudes avaient été prises depuis, j'allais dire des siècles, mais presque, sur la rémunération des fonctionnaires territoriaux, et que là, effectivement, on fait jouer, au-delà de l'ancienneté et de l'âge, on fait jouer également la valeur de l'agent. Et ça passe pas aussi facilement que tout le monde le voudrait. Et notamment... Alors bien entendu, après avancement des agents concernés, les postes qu'ils occupaient précédemment seront supprimés. Mais là, on n'en a pas tenu compte parce qu'il faut que ça passe pour les emplois supprimés, je vous l'ai déjà dit, en comité
technique avant de passer, parce qu'il y a une surveillance au niveau des instances du personnel, pas une surveillance entre guillemets, hein, ça se passe très bien, une surveillance effectivement des emplois que la collectivité supprimerait. C'est tout simplement prévu par les textes, de toute façon. C'est prévu par les textes. Non, mais c'est le terme surveillance, mais était peut-être un peu fort. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité donc. C'est toujours pour toi. Délibération 12. Ça, c'est une délibération qui fait plaisir à un responsable élu du personnel et ça fait aussi plaisir à ses cadres administratifs. Effectivement, il y a quelque temps, on a embauché une personne pour les ressources humaines qui n'avait pas le grade pour lequel on voulait embaucher, qui était une catégorie B. Et on l'a quand même embauché en C en la poussant pour qu'elle passe son concours. Elle a réussi son concours, donc la moindre des choses, c'est effectivement d'en tenir compte et de la mettre au poste. Elle n'aura pas beaucoup de changements dans son travail, mais un peu de la rémunération quand même. Elle aura une rémunération, une conséquence qui correspondra à ce qu'elle faisait. Ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait. Ce qui est justifié. Ce qui est tout à fait justifié. C'est une bonne embauche. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Il vous a tout dit. Du moins l'important. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Jean-Yves, toujours à toi. Alors là, c'est pour les entretiens des locaux, c'est la création d'un poste permanent à temps non complet. Oui, c'est à l'école maternelle Coubertin. C'est de créer un poste sur 9 heures de temps à la suite de départ et de personnes à des temps partiels. Il se révèle que 9 heures de travail pas supplémentaires, 9 heures de travail ne peuvent être attribuées à des personnes déjà en poste. Parce que notre politique, quand c'est possible, c'est effectivement d'attribuer des heures de travail à des personnes déjà qui ne sont pas à temps complet. On a des contrats à 28 heures, à 30 heures, et effectivement, certaines personnes, à un certain moment, ça les arrangeait, et l'âge venant, ils ont besoin de travailler à temps plein, et donc dans ce cas-là, on donne priorité. Bon, là, en l'espèce, on est obligé de créer un poste, je crois, de 9 heures. Oui, c'est ça, 9 heures de travail hebdomadaire pour un poste de catégorie C. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Délibération 14. Alors, la 14, c'est la création de 2 postes permanents. Et là encore, méfiez-vous, c'est ce que je vous dis chaque fois du terme création. Donc c'est 2 postes permanents au comité technique, enfin au CTM. technique municipal. Donc un poste à compter du 15 mars 2020 d'un poste permanent à temps complet au grade d'adjoint technique de catégorie C, et ensuite un poste à compter également, un poste permanent à temps complet d'adjoint technique. Il y en a un dont la mission sera d'apporter son concours d'adjoint aux responsables du secteur, sachant que ces 2 postes ne figuraient pas en l'espèce
au tableau des emplois, mais qui n'entraîne pas augmentation du personnel pour le CTM. Hein. C'est une organisation qui change. C'est ça. Donc, création de 2 postes, mais il n'y aura qu'une seule personne de recruter, et il n'y a pas d'augmentation de la masse salariale, parce qu'il y a une autre personne qui, par ailleurs, n'est pas remplacée. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous continuons, Jean-Yves. Alors, un accroissement temporaire d'activité, et tous les ans, on a une petite, j'allais dire, poire pour la soif en matière d'emploi temporaire et d'agents contractuels. On en budgète un certain nombre. Là, en l'espèce, on a atteint notre seuil qui était prévu au niveau du budget des emplois. Et là, on aura besoin d'un poste pour un mois. Donc, il faut que le Conseil également prenne une décision pour autoriser le maire à réaliser ce recrutement et mettre les crédits nécessaires à ce poste. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Nous arrivons à la délibération 16. La délibération 16. Oui, c'est le taux pour les changements de grade. Tous les ans, il faut que cette délibération vous soit soumise. Bien entendu, par souci de simplification, il a été décidé de mettre 100%, c'est-à-dire que tout le monde pourrait, à la limite, être promouvable en 2020, mais il est bien entendu, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, vous avez donné les chiffres réels, et qu'effectivement, on arrive, à l'époque, on est arrivé entre 18 et 22%, je crois, de possibilités, mais autant mettre 100% pour tout le monde et pas mettre des taux différents pour lesquels on pourrait peut-être ne pas pour une certaine catégorie rentrer dans les flux. Ce qui est plus favorable, quoi, voilà. Dit autrement. Est-ce qu'il y a des questions? La délibération est annuelle, en fait, hein, pas nouvelle. Pas de questions, nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanimité. Nous continuons avec la délibération 17. Alors là, c'est le contrat d'assurance groupe actuellement qu'on a pour l'ensemble de la collectivité, qui doit arriver à expiration à la fin de l'année 2020, c'est ça, ouais, fin de l'année 2020, et pour lequel le centre de gestion propose de lancer un appel d'offres. Alors, bon, a priori, ça nous intéresse, puisque plus une collectivité propose de monde à assurer, et plus on a des chances d'avoir des cotisations qui baissent. Donc, pour tout le personnel municipalisé, puisque je pense que ce qui reste, c'est CAS, ne sont pas assez nombreux pour pouvoir bénéficier d'un contrat groupe. Hein, c'est ça. Voilà. C'est nombreux. Donc, pour, je vous propose d'adhérer à cette proposition du centre de gestion de prendre la charge de discussion, et en plus ça nous fait du temps, la charge de discussion de ce contrat. Donc, la délibération, oui, comme l'a dit Jean-Yves, normalement, qui ne peut que nous être favorable. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des... Non, pas de questions, donc est-ce qu'il y a des votes contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, et nous continuons. Délibération 18. Non, je me suis trompé. Ah, si, j'avais les deux en même temps, c'est pour ça que j'ai la 19. Oui, alors, la 18 et la 19 sont quasiment, c'est ce dont Monsieur le maire vous
parlait tout à l'heure, Au moment du DOB. effectivement, oui, au moment du budget, c'est l'exemple type, effectivement, où on va ouvrir 2 nouveaux postes au tableau des emplois, sachant que ça devra être soit l'un, soit l'autre. Mais il y a un problème relativement urgent, parce que c'est une personne qui s'en va à la retraite, qui a donc elle s'en va à la retraite au cours du premier semestre, ça doit être le 1er mai, je crois. Oui. Physiquement. Pardon. Physiquement. Physiquement, oui, elle s'en va au 1er mai. Donc on a actuellement les élus et les services travaillent sur la façon de réorganiser un peu la partie de ce poste qui dépend de la DGAVN, enfin de la direction à la ligne. La décision n'est pas prise, mais il sera urgent à un moment d'avoir quelqu'un sur le poste, parce que c'est la personne, notamment, c'est Mme Largillère, pour ceux qui la connaissent, qui traite de tous les contrats avec la CAF, et c'est une tâche relativement lourde, mais rémunératrice pour la commune. Donc voilà la raison pour laquelle il y a ces 2 postes. Un qui sera, si on ne trouve pas, entre guillemets, je dis entre guillemets, mieux la reconduction en quelque sorte du poste de Mme Largillère, un autre qui sera, disons, un poste un peu d'adjoint qui permettra de faciliter également le travail de Jérôme, enfin, le directeur dans la vie locale. Voilà, monsieur le maire, j'en ai fini avec le problème de personnel. Merci. Donc, je vous l'ai dit, soit vous trouvez un directeur qui et le travail fait par Claudine Largillère sera fait en partie par lui et en partie par d'autres personnes, soit on ne peut pas trouver cette personne qui serait souhaitable et on recrute un remplaçant ou une remplaçante tout simplement à Claudine Largillère. Pas de questions? Oui. Juste dans la délibération 18, il doit y avoir un mot en fond où il y a un mot qui manque. Allez-y. Au milieu, considérant que la ville conduit une politique éducative locale affirmée par en direction. Ah oui. Oui, Donc, oui. moi j'enlèverai pas, mais après. Je pense qu'il fait le parc, il ou alors faudra il manque un mot. en direction, je pense. Oui. On est d'accord? Merci à vous. Autre question? J'ai tellement l'habitude de ces... Non, mais. que je dis même... Bah oui, je comprends. On me dit... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous votons quand même en 2 fois hein, sur la délibération 18. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Sur la délibération 19, est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Donc les 2 délibérations sont adoptées. Merci à vous. De façon à ce que les services puissent continuer à travailler durant cette période électorale. Nous arrivons à l'urbanisme, Jean-Yves. C'est de nouveau. Alors, le plan local d'urbanisme, c'est la modification simplifiée dont on vous parle et dont on vous a décrit les différentes procédures depuis un peu plus d'1 an. Là, nous en arrivons à la procédure finale, c'est-à-dire la modification simplifiée numéro 2, qui doit être approuvée. Elle tient compte, ce sont des modifications mineures qui sont intervenues en fonction du plan de déroulement de la ZAC des Closeaux. Donc toute la procédure a été suivie, donc on a fait une enquête, notification avait été envoyée aux personnes publiques, une enquête a été faite également, 7 avis ont été reçus, aucune remarque ou observation particulière n'a été soulevée.
mise à disposition donc a été faite tout à fait dans les normes. Aucune observation sur le registre. Un seul courrier est parvenu, je crois que c'est quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs. Je me semble bien, enfin, j'en suis sûr même. Et qui Un vrai citoyen, oui, un habitant citoyen de la ville. Hein. et qui était plutôt favorable au projet d'aménagement. Voilà ce qu'il en est. Donc il est proposé, Tu me laisses finir, c'est ça? Ben oui. Donc, comme tu veux. Oui, il est proposé d'approuver donc les évolutions apportées au PLU, donc dans le cadre de cette modification simplifiée numéro 2, et d'assurer la communication au public du dossier de PLU intégrant les dispositions issues de la modification simplifiée numéro 2, dans les conditions qui sont indiquées sur la délibération. Est-ce que ça s'appelle des questions d'autre part? Même si la plupart des délibérations ont été vues en commission plénière, donc évidemment un certain nombre de questions ont été posées à ce moment-là. Pas de questions. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Le PLH, plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Chartres-Métropole. On a un peu hésité à vous présenter cette délibération, Oui. dans la mesure, bon, je peux le dire alors, Ah ben bien sûr. dans la mesure où, quelle que soit la délibération prise, de toute façon, le programme local de l'habitat ne pourra pas être mis en cause par Mainvilliers puisqu'on a dépassé les délais pour répondre. Alors, pour une raison bien simple, c'est C'est ça. qu'effectivement, on a été obligé de modifier une date de conseil municipal compte tenu de problèmes qu'on avait avec la personne, notamment des finances qui Oui. partaient, et qu'on a Mais du délai surtout. Hein, Du délai surtout. Il ne fallait Oui. pas qu'il y ait plus de 2 mois entre le vote du DOB et le vote du budget. Et comme le vote du budget, après installation du conseil, ne peut pas avoir lieu avant mi-avril, fin avril, on ne pouvait pas faire le DOB au moment où on l'avait prévu, c'est-à-dire à mi-février. Voilà. Je laisse continuer. Donc, en fait, juridiquement, il y a un accord tacite, C'est ça. dans la mesure où vous n'avez pas répondu, mais on tenait quand même à jouer carte sur table et vous le dire, dans la mesure où, après étude par les services et lecture par les élus, ce plan local d'urbanisme De l'habitat. de l'habitat, oui, ne posait a priori aucun problème, notamment quant à nos capacités de construire sur la commune. Oui, non, mais c'est l'essentiel, ce PLH, à la fois dans sa globalité et dans ses propositions en termes de logements sociaux et de répartition des logements sociaux sur les différents types, vous savez, les plus, les PLAI et les PLS, et davantage conforme à, en tout cas la vision que je me fais du logement social que la version précédente du PLH, donc pour moi il y a évolution dans le bon sens, et puis par ailleurs, comme vous l'a dit Jean-Yves, ce PLH permet tout à fait la réalisation du projet en rue tel qu'il est prévu actuellement sur la commune, donc il n'y a pas de notre part de restrictions à faire ou d'amendements à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Donc, l'avis réel est conforme à l'avis tacite. Jean-Yves. 22. Toujours dans la ZAC des Closeaux, il y a peut-être un plan, non? Oui, c'est le plan qui, tu as raison, c'est le plan qui est le mieux, oui, bien sûr. Oui. Voilà, le plan. Donc rapidement, c'est qu'effectivement,
comme on va créer de nouvelles voies d'accès, des rues et des allées, il est important, et c'est même indispensable, de nommer ces voies d'accès dans la mesure où cette zone d'aménagement concernée des Closeaux est relativement proche, sans en avoir les caractéristiques, j'allais dire juridiques, d'un écoquartier. On a voulu effectivement que le nom des rues et des allées se rapproche le plus possible du développement durable et de l'agenda 21. C'est pour ça qu'on a l'agenda 21, comme Assise vous l'avez dit au début, il y a 3 grands domaines, économique, social et écologique. Donc on a essayé de mélanger tout ça et de vous faire une proposition qui a été vue la semaine dernière en commission plénière, avec la rue des Colibris, l'allée des Coquelicots, l'allée du Bleuet, l'allée du commerce équitable et l'espace de solidarité. Voilà. Qui sont Alors, donc c'est affiché au plan, simplement. Donc l'allée des Bleuets, c'est le point d'interrogation qui est à gauche, si je peux dire, là, voilà, qu'on vous montre. Et l'allée du commerce équitable, c'est le point d'interrogation qui est à droite. Merci à toi, Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, Pierre, oui. C'est bon, c'est bon. Alors, nous, on arrive peut-être un peu tard, mais on a essayé de faire des recherches sur ce quartier et sur l'histoire de ce quartier. Et en plus, c'est un quartier en effet qui doit être respecté des normes écologiques importantes. Et nous, à la place de solidarité de l'espace, on aurait bien vu l'espace de la nature. Et on essayait de trouver... c'est un endroit où il y avait des champs, et on était plus sur la rue du Clos, la rue des Haies, la rue des Maraîchers, la rue des Navets, pour avoir le petit clin d'œil à Marinier. Voilà. Maintenant, c'est une proposition qui est peut-être un peu tardive, mais voilà. On trouvait que par rapport à l'histoire du quartier, à la nature qui existait, c'était une zone qui était pas urbanisée, et donc voilà, ça nous paraissait... à la fois le clin d'œil avec l'histoire de ce quartier. Alors, oui, c'est un petit peu tard parce que c'était dû en commission plénière. La contre-proposition, elle aurait pu arriver peut-être plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, le problème, c'est que votre proposition, elle n'est pas dans l'esprit de ce que l'on a proposé, c'est-à-dire d'être en référence avec le développement durable, quoi. La nature et la solidarité, c'est pas tout à fait la même chose. La nature, même si certains l'idéalisent, elle n'est pas toujours solidaire, à mon sens. À mon sens. Elle peut être aussi très dure. Aziz. En tout cas, votre position est en conformité avec votre abstention par rapport à l'élaboration de la nouvelle feuille de route de l'agenda 21. Donc on en prend acte. Effectivement. Point de vue qui se défend. Alors après, évidemment, la rue des Navets, c'est quelque chose qui me fait particulièrement plaisir, ça je vous l'avoue. Et donc, autant le dire, hein, je n'ai pas l'habitude que c'est d'ailleurs mon petit doigt, mais il y aura encore au moins une allée ou une rue, hein, donc les suivants pourront penser aux Navets s'ils ont envie. On pensera à vous. Bon, est-ce que vous souhaitez que je mette votre proposition ou quoi? Ah, c'est vous, soyons clairs, hein, là aussi, ça fait partie des choses que j'essaie d'être, démocratique. Donc vous faites une proposition, je la mets aux voix, vous ne faites pas de proposition, je la mets pas aux voix. Alors, on fait une proposition et vous pouvez la mettre aux voix, en effet. Donc alors dites-nous exactement, quelle est votre proposition? Alors est-ce que du coup on vote rue par rue? Ah non, on vote globalement, enfin moi, nous notre esprit c'est, on est dans le cadre du développement durable, donc on peut faire le vote en 2 fois. Développement durable ou pas, et ensuite on décline. Hein. D'accord, pas de souci. Donc nous, c'était plus l'histoire et la nature de cette zone non... Donc, je fais le vote en 2 fois, s'il n'y a pas d'autres interventions. Est-ce qu'on est d'accord pour que le nom des rues soit en lien avec le développement durable? Favorable ou défavorable? Qui est donc défavorable à cette proposition, que ce soit en lien avec le développement durable?
favorable Défavorable, donc vous êtes 7, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres des abstentions ou des votes contraires? Donc les autres sont favorables. Donc une fois donc que l'on a dit cela, est-ce que donc, la proposition donc, qui est faite là est proposée maintenant, rue des Colibris, allée des Coquelicots, allée des Bleuets, allée du commerce équitable et espace de la solidarité. Donc, mais là c'est un paquet, hein, d'accord? Pas d'intervention? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur cette proposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 7 voix. Est-ce que les autres sont favorables? Nous sommes bien d'accord. Donc la délibération est adoptée dans les conditions que l'on vient de dire, c'est-à-dire avec 7 abstentions. Nous continuons, Jean-Yves, et nous t'aurons épuisé, d'autant plus que c'était pas un beau jour pour toi aujourd'hui, je sais, tu me l'as dit. Toujours dans la ZAC des Closeaux, c'est en fait, là on aborde, j'allais dire, la phase finale du côté administratif du dossier, c'est-à-dire pour toutes les parcelles dont la collectivité locale était propriétaire, c'est leur cession au profit d'espace conseil de ces parcelles. Je crois que de mémoire, il y en avait une quinzaine. Oui, c'est ça. Alors, au prix de 13 € du mètre carré, ça concerne, disons, quasiment 2 hectares. 19 143, non, 413 mètres. C'est ça. En fait, les parcelles qui sont actuellement propriété de la commune. Oui, toutes, voilà. Et concernant cette ZAC. Est-ce qu'il y a des questions? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité donc. Nous arrivons, pour terminer, à la motion de soutien du Conseil municipal de Mavillon en faveur du maintien de la dotation horaire globale du collège Jean Massé. Elle a été, enfin, on a évoqué ça en commission plénière, et elle a été évoquée, elle a été envoyée, en début d'après-midi, je pense, à chacune et chacun d'entre vous. Est-ce que vous souhaitez que je la lise quand même? Peut-être? Oui, quand même. Oui. J'y vais. Suite à la publication de la DGH prévisionnelle attribuée au collège Jean Massé pour l'année 2020-2021, de vives inquiétudes se font jour. Ces inquiétudes sont partagées parmi une part importante des professeurs, des parents d'élèves et des forces syndicales de l'établissement concerné. Les préoccupations sont motivées par une décision du ministère de l'Éducation nationale de baisser substantiellement les moyens alloués au collège Jean Massé. En effet, celui-ci, pourtant reconnu en REP, voit ses horaires d'enseignement programmés réduits. Cet arbitrage ayant pour conséquence le passage de 23 à 20 classes dès la rentrée de septembre. Cette dotation amoindrie contraint les équipes enseignantes à choisir entre deux orientations non satisfaisantes, car celle-ci viendrait mettre à mal les équipes éducatives et pédagogiques engagées ces dernières années et dégraderait les conditions d'enseignement et d'apprentissage. De surcroît, cette décision est prise à rebours du contexte mavillois. Les collégiens scolarisés dans cet établissement sont pour moitié issus de familles socio-professionnelles défavorisées et en difficulté sur le plan scolaire. Paradoxe supplémentaire, le nombre de classes pour la rentrée prochaine est en diminution alors que la prévision d'effectifs, lui, est en hausse. La réussite éducative de l'élève, quelle que soit son extraction sociale et culturelle, est un enjeu prioritaire auquel est fermement attachée la municipalité, du moins l'actuelle. C'est pourquoi la ville de Mavilliers déploie des moyens importants, y compris financiers, pour que les écoliers bénéficient d'un environnement éducatif et pédagogique de qualité. Ces écoliers d'aujourd'hui sont, pour une grande partie d'entre eux, les collégiens mavillois de demain. Soucieuse face à cette situation, la ville de Mavilliers entend par cette motion garder son souhait de voir la DHG préservée au collège Jean Massé. En effet, l'accompagnement et la réussite des élèves de notre territoire est au cœur du pacte républicain. Le droit à l'éducation et à l'apprentissage dans des conditions qui soient favorables et épanouissantes tant pour le corps enseignant que pour les élèves font partie des engagements les plus précieux de notre modèle de société. Ces engagements sont d'autant plus impérieux lorsqu'ils sont au service des populations en situation de précarité. Par conséquent, pour mieux relever les défis d'aujourd'hui et ceux à venir, et au regard du contexte local et de ses enjeux, le Conseil municipal demande, au moyen de cette motion, à ce que la DHG du collège Jean Massé soit maintenue à son niveau actuel.
Des interventions. Oui, À qui vous envoyez cette motion? c'est une bonne question. À l'Éducation nationale, à qui vous souhaitez qu'on l'envoie? Au ministère aussi. C'est possible. C'est possible. Est-ce que l'envoyer au préfet, ça pourrait avoir un poids aussi? Vous savez, dans ces cas-là, on peut diffuser. Alors, ce qui est sûr, c'est que, voilà, il ne faut pas l'envoyer qu'au préfet. C'est important que ce soit envoyé aussi directement à l'Éducation nationale, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de, je sais pas de restriction à avoir, me semble-t-il. Regarde mes collègues. Oui. Je pense qu'effectivement, l'envoi au préfet est un plus. Oui, c'est un plus. Parce que le préfet, c'est quand même lui qui représente l'État dans le département. Oui. Donc, par définition, il est au-dessus, même si l'Éducation nationale est un Même service si- régalien. Il est Voilà, quand c'est ça, même, même si- c'est quand même le préfet Oui. qui représente l'État dans le département. Oui, donc, Parce que je pense qu'il est important, en effet, de soutenir le collège qui puisse travailler dans des conditions Bien sûr. tout à fait satisfaisantes. C'était... Voilà. Après, c'est vrai que moi, l'émotion, je me méfie toujours à quoi ça sert finalement. Et voilà. Et donc, du coup, là, la question, c'était à qui on envoie. Parce que, certes, l'inspection académique, mais l'inspection académique va vous dire, moi, j'applique ce que Bien sûr. Bien sûr. Mais peut-être que, sans monter jusqu'au ministère, on peut penser à l'inspection académique et préfet, ça me paraît bien. Peut-être pas la peine de... Je sais pas. conseil départemental, non? Conseil départemental, bah, c'est pas forcément le qui... Pour copie, en copie. Bah, il y aura bien sûr copie à ceux au terrain, on va dire, hein, parents d'élèves, copie aux parents d'élèves, aux enseignants et à la principale du collège. Mais on peut mettre copie aussi au conseil départemental, oui, au président du conseil départemental, oui, tout à fait. Après, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au ministère. Il y a le préfet déjà. Préfet, me semble ça bien. Préfet et... Oui, d'accord. Préfet et d'Azel. Je pense que c'est bien comme ça. Oui. Dites d'émotion, à quoi ça sert. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si on n'en prend pas, on n'a pas à se demander à quoi ça sert. Hein. Ok. On peut voter? Il y a d'autres interventions? Oui. Pardon. Ah oui, d'accord. Juste pour préciser qu'il y avait eu une mobilisation des enseignants très importante sur une journée complète. Donc voilà. Pardon. Et des parents d'élèves. Voilà, et des parents d'élèves, une journée consacrée à ça. Et on a encore une bannière qui est inscrite, qui reste pour l'instant au collège. Donc voilà, juste pour dire que c'est un mouvement de fond, c'est pas juste un mouvement à la marge de la part des enseignants et des parents d'élèves. Voilà, on fait bloc. Et l'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner ce mouvement. Bien sûr. Autre intervention? Nous votons? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité donc. Un dernier mot de Valentin Ney sur les actions à caractère, enfin le point sur l'action économique de proximité. Ces projections. Donc un point rapide sur l'action économique de proximité. Donc je parle sous le contrôle vigilant de M. Guillemet, conseiller municipal délégué à l'action économique de proximité et au pôle santé. Je vais être assez bref, mais on avait quelques informations à partager avec vous. Premièrement, c'est en lien avec ce que je vous fais passer, les esquisses de bâtiments à venir. Plus précisément, les parcelles de Forger Formation, rue Georges Charpact, sur la zone du Valier, ont été rachetées par un investisseur local l'an passé. Ça représente une surface d'à peu près 7000 m². Et à ce stade, il y a un premier bâtiment d'une surface entre 900 et 1000 m² qui va être construit, qui sera susceptible d'accueillir plusieurs entreprises. Les travaux devraient démarrer d'ici 2 à 3 mois, et donc l'ouverture est prévue en 2021. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, vous l'avez peut-être appris par voie de presse,
mais ça concerne le pavillon du bas des Vauroux, l'ancienne maison du gardien. Il y a un compromis de vente qui va être signé entre le SIPPV, qui est l'actuel propriétaire, et là aussi un investisseur local. Une autre information à caractère économique. C'est pour des professionnels de la santé, je crois, non? C'est effectivement l'objectif prioritaire de l'investisseur, c'est d'en faire une maison pluridisciplinaire de santé avec 4 ou 5 cabinets. L'autre point concerne le centre-ville et le centre commercial Talmont, avec des négociations qui sont plutôt bien avancées entre là aussi un investisseur et le propriétaire de l'ancienne presse à Talmont. Qui est le seul local vide à ce jour. Qui est le seul local vide à ce jour. Là, on peut voir que quand même, sur la durée totale du mandat, il y a eu une résorption assez forte des cases commerciales vacantes. Aujourd'hui, à part celles-ci, elles sont toutes occupées. Et enfin, le dernier aspect concerne le développement de l'offre de soins sur la commune. Donc pour rappel, il y a plusieurs pôles santé, on peut en dénombrer 6. Le premier avec l'hôpital privé de Réloir et l'Institut diabétologie et nutrition du centre. Celui du pôle des Acacias, de l'avenue Victor Hugo, du Compas, du haut de la rue de la République, du haut de la rue du Château d'Eau plus précisément, le pôle santé des Vauroux, maintenant avec l'ouverture du pavillon du Haut, en août dernier. Et on a le plaisir, l'opportunité d'avoir eu un jeune investisseur qui arrive avec un projet franchisé, Go Baby Gym, à la place d'Happyland. Donc c'est un projet à destination des jeunes enfants en priorité, avec des éducateurs spécialisés, des psychomoteurs pour... il y a une offre sur la motricité, sur l'éveil, sur le sport, voilà, pour le bien-être et la santé des enfants, donc un service nouveau sur la commune. Merci à vous, Valentin. Ça sera donc le mot de la fin de ce conseil municipal qui était le dernier. Merci à vous d'y avoir participé. Merci au public présent. Pour les personnes donc, présentes dans le public, ne partez pas sans la clé si vous avez envie de l'avoir. Et puis la suite de l'histoire de Mavilliers est dans les mains des Mavillois et le bulletin de vote les 15 et 22 mars prochains. Voilà. C'est le moment de faire savoir si c'est fini. Bonne soirée.